Bien le bonjour, bonsoir, bonjour, bonsoir et bienvenue dans cet espace de psychanalyse pour tous. Donc pour tous, pour tous ceux qui se rapprochent à cet espace. Donc Marlène, bonsoir, pour ceux qui ne le savent pas. Linda, bonsoir, c'est un rendez-vous qui a lieu tous les mardis à 21 h sur la page de Facebook Clémence Lenis. Isabelle, bonjour, Jessica, bonsoir, Nathalie, bonsoir. Comment allez-vous? Féti, bonsoir. Donc nous sommes dans cet espace de, je disais, de psychanalyse pour tous, cet espace de la diffusion de certaines, Abdel, bonsoir, Regina, bonsoir, de certaines notions psychanalytiques, Sonia, bonsoir, Sabrina, bonsoir, Julia, bonsoir. Donc on commence par dire bonsoir, Nabila, bonsoir. Donc je vois, alors attendez, on va regarder ici. Ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe ici? Donc Nad, bonsoir. Stéphanie, bonsoir. Nidal, bonsoir. Comment allez-vous? Madi, bonsoir. Nadia, bonsoir. Goued, bonsoir. Dieudonné, bonsoir. Martine, bonsoir. Sonia, bonsoir. Donc nous sommes venus nombreux, n'est-ce pas, aujourd'hui? Olivier, bonsoir. Damien, bonsoir. En vacances, quelle chance. Lina, bonsoir. Fatia, bonsoir. Guy, bonsoir. Brahim, bonsoir. Donc bienvenue à tous ceux qui se rapprochent donc de cet espace. Je m'appelle Clémence Lenis et je suis psychanalyste de l'école de poésie et psychanalyse Grupo Cero. Donc nous sommes établis ici à Madrid. Suelia, bonsoir. Anne, bonsoir. Et donc nous nous occupons entre autres choses de diffuser certaines notions de la psychanalyse. Fabienne, bonsoir, qui est une tâche, on va dire, qui correspond aux psychanalystes, parce que sinon, qui va le faire si ce n'est les psychanalystes? Donc ce sont les psychanalystes qui doivent, ou pour ceux qui le font, et dire mettre, diffuser, c'est-à-dire que nous avons reçu beaucoup de choses. Bonsoir Jean-Loup, nous avons reçu beaucoup de choses et nous allons. Et Hakim, bonsoir. Et dans cette chaîne humaine, il nous correspond donc, Nesrine, bonsoir, de renvoyer en fait la balle qu'on nous a lancée pour que d'autres puissent en profiter. Donc, Sonia, bonsoir. Est-ce que les angoisses peuvent amener à la paranoïa? Si oui, pourquoi? Alors, on va voir de quoi il s'agit aujourd'hui quand on va parler de la paranoïa. Donc, effectivement, nous allons parler de la paranoïa ce soir, Loris. Donc, vous le savez, Afida, bonsoir. Donc, Amel, bonsoir. Wassila, bonsoir. Attendez, Salila, bonsoir. Donc, vous savez que vous pouvez partager cette vidéo sur vos réseaux. Lana, bonsoir, pour que nous soyons plus nombreux. Et que de la même façon, c'est-à-dire que de la même façon que moi je le fais, c'est-à-dire qu'on m'envoie la balle pour que je puisse la renvoyer ailleurs. Et vous pouvez faire de même. C'est-à-dire vous allez prendre la balle et vous allez aussi la distribuer. Néléa, bonsoir, hein, de pouvoir la passer à d'autres. Lotfi, bonsoir, bonsoir tout le monde. Donc, hop. Donc aujourd'hui, effectivement, le sujet proposé, c'est la paranoïa. Le sujet proposé, c'est la paranoïa. Et alors, Simona, bonsoir. Donc, on ne va pas présenter cette fois-ci la paranoïa avec tout ce phénomène, c'est-à-dire ce phénomène particulier de la paranoïa. N'oublions pas que quand on parle de paranoïa, comme quand on parle, tout ce dont on parle ici tous les mardis à 21 h, Stéphanie, bonsoir, en fait on parle à chaque fois de chacun d'entre nous. C'est-à-dire que nous ne sommes pas, comment on dit, nous ne sommes pas, nous sommes tous touchés par ces phénomènes de l'appareil psychique, que j'ai l'habitude de le souligner et je pense que c'est important
de rappeler que tout ce qui, je ne suis pas étranger à tout ce qui est humain. Et la paranoïa, c'est quelque chose qui fait partie de notre humanité. Alors bien sûr, quand on est, on va dire, Hanen, bonsoir, orthophonie, bonsoir d'Algérie, quand on est persécuté par certaines pensées, par certaines idées, donc franchement, que la paranoïa peut arriver à certains moments à éclabousser notre vie de telle manière qu'en fait ça devient quelque chose qui fait obstacle au bon développement de notre vie. Nadia, bonsoir, Paulette, bonsoir. Donc évidemment, là il s'agit d'autre chose, mais que dans tous les cas, on va voir que ce mécanisme de la paranoïa, ben, il correspond à tout le monde. D'accord, que c'est un mécanisme psychique qui appartient à l'appareil et que d'une manière ou d'une autre, ben, que nous l'utilisons dans notre vie. Nadia, bonsoir. Donc, on va voir ici. Donc, nous sommes pratiquement une centaine là ce soir sur le sujet si passionnant de la paranoïa. Assina, bonsoir. Alors, on va prendre un petit peu. Anne, bonsoir. Mohamed, bonsoir. J'adore ce sujet. Mais vous devez le dire à la fin, Sonia, pas au départ. À la rigueur, vous pouvez dire ce mot, j'aime bien, paranoïa, paranoïaque. Alors, la paranoïa, bon, avant de rentrer dans le sujet directement, je pense qu'il est important de faire référence un petit peu à l'idée que notre vie psychique normale, notre vie psychique, Mokrane, bonsoir, notre vie psychique normale nous cache toujours les profondeurs de notre vie anémique et ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en nous dont nous ne savons rien, dont nous n'avons que les conséquences, et c'est important de le répéter. Pourquoi? Parce que, Annick, bonsoir, parce que nous avons tous tendance, Fadoua, bonsoir, Céline, bonsoir, nous avons tous tendance à croire que ce que nous voyons, c'est notre vérité, que ce que nous sentons, c'est notre vérité, c'est vraiment ce qui nous arrive, alors que ce que vient nous souligner la psychanalyse d'une façon insistante, c'est, Hélène, bonsoir, c'est que justement, il y a des phénomènes qui ont lieu dans notre appareil psychique, des désirs qui se présentent dans notre appareil psychique dont nous ne savons rien et qui pourtant ont des conséquences dans la conscience. Et ce qu'on va voir, c'est ce qui apparaît, et c'est ça qui est intéressant dans la psychanalyse, c'est-à-dire que ce qui apparaît, Christine, bonsoir, dans la conscience, en fait c'est comme une vitrine, c'est la vitrine, mais nous ne savons pas comment est le magasin derrière. C'est-à-dire qu'il va falloir rentrer dans le magasin, il va falloir se psychanalyser pour aller voir de quoi il s'agit dans notre appareil. Parce que ici, bien évidemment, nous nous rapprochons de la théorie, mais une chose c'est la théorie et une autre chose, le fait d'apprendre comment fonctionne notre rythme cardiaque, Elisabeth, bonsoir, ne nous aide pas à faire mieux fonctionner notre cœur. Non? Donc, pour l'appareil psychique, c'est la même chose. C'est-à-dire que nous n'avons pas la possibilité d'intervenir sur notre appareil psychique si ce n'est par l'intermédiaire de la psychanalyse. Michel, bonsoir. Donc, je dis que dans la vie psychique, qui nous cache les manifestations de cette vie anémique et que nous avons des difficultés à reconnaître. Fadela, bonsoir, toujours des bons objectifs. Et Charazade, bonsoir à vous. Que nous avons des... il dit que nos relations sociales, nos relations avec les autres, oui, Féti, mais on ne va pas s'occuper de ça exactement. Que nos relations avec nos semblables, nos relations avec les autres, en fait, sont toujours touchées par l'érotisme. Cette fois-ci, nous n'allons pas faire référence à ces sentiments hostiles, sinon que nous allons faire référence à l'érotisme. Et que et ce qu'il va nous montrer, c'est qu'en fait,
il y a certains phénomènes qui vont apparaître dans la conscience sous forme de ce qu'on peut appeler des délires, hein, qui vont nous montrer, euh, en fait que c'est nos relations sociales, que nos sentiments sur nos relations sociales, en fait, ont leurs racines sur des désirs érotiques, sur des désirs sexuels. Et c'est ça qu'il nous est assez difficile à tolérer. L'être humain, il aimerait bien pouvoir décider, que sa conscience puisse décider qui il désire et qui il ne désire pas et qui. Et en fait, ben, c'est pas exactement ce qui se passe. Donc Freud, on va voir qu'il va nous parler de la paranoïa, qu'il va associer, Samia Bonsoir, qui va associer au mécanisme de projection, Lisa Bonsoir. Donc si nous parlons de mécanisme, et quand nous parlons de mécanisme, nous allons parler des mécanismes qui produisent cette paranoïa. Hein. Et il va directement faire référence à ce qui est en jeu dans, cette pathologie, on va l'appeler, Ikram Bonsoir, c'est le fantasme de caractère homosexuel, qui est quelque chose d'assez universel, hein, et qui est présent aussi dans d'autres pathologies. Ce n'est pas le seul élément caractéristique de la paranoïa, mais ça va être un élément essentiel. Donc, et qui va, bien évidemment, non, mettre en jeu ce phénomène de la paranoïa, donc le mécanisme de la projection, non, la position du sujet face à ses désirs homosexuels, et bien évidemment le mécanisme de la répression. Le mécanisme de la répression ou du refoulement, comme vous voulez, qui fait toujours référence au retour, non, au retour du réprimé et à la régression, bien évidemment. Sonia, bonsoir. Sabine, bonsoir. C'est-à-dire que nous allons voir qu'à chaque fois, il y a la difficulté pour le sujet de tolérer certains de ses désirs. Et pour se défendre ou pour ne pas se rendre compte de ses désirs, pour éviter d'assumer certains désirs, ben, il va être capable de produire certains délires dans la réalité. C'est-à-dire que pour se défendre de ce désir sexuel, homosexuel, inconscient, attention, inconscient, le paranoïaque va développer, Feriel Bonsoir, va développer un délire de persécution. Donc ce caractère paranoïaque, non, est en relation, non, et la relation du sujet, donc, va utiliser comme défense contre ce fantasme, en fait, un délire de persécution. Il peut être harcelé, poursuivi. Et Claudette, bonsoir. Alors, qu'est-ce qui se passe chez le paranoïaque? Parce que les fantasmes homosexuels, nous les avons tous, d'accord? Donc, Maurizio, bonsoir. Nous les avons tous. Nous avons tous des fantasmes homosexuels. Mais ce qui se passe dans certaines situations, premièrement, que le sujet ne le tolère pas du tout. Et dans une autre situation, on va dire qu'il y a, Magali, bonsoir, dans certaines situations, on va voir que ces désirs vont s'intensifier. C'est-à-dire qu'il va y avoir une plus grande charge de libido qui va apparaître sur ces désirs. Et donc, face à cette augmentation de tension de libido sur ces désirs, en fait, certains sujets vont manifester, Magali bonsoir, vont manifester et des attitudes paranoïaques, on va dire, quand ils ne vont pas réussir à soumettre ces désirs, c'est-à-dire à dire taisez-vous, taisez-vous, je ne veux rien savoir de vous. Je rappelle, ce sont des désirs inconscients, c'est-à-dire que c'est une tension qui se présente dans l'inconscient et que le sujet ne tolère pas. C'est-à-dire que le sujet n'a conscience absolument de rien. La seule chose, c'est qu'il commence à avoir des attitudes où les autres, Sylvie, bonsoir, Roula, bonsoir, ils commencent à avoir des attitudes où les autres, ils vont le regarder un petit peu bizarre. Donc, et pour voir un petit peu de quoi il s'agit, on va reprendre un petit peu les idées qu'on avait déjà vues les mardis antérieurs, où on va voir que les recherches psychanalytiques nous ont montré l'existence
d'un stade dans Ezzeddine Bonsoir du Qatar, que l'existence d'un stade dans l'évolution de la libido, où il y a un stade, en fait, un intermédiaire entre Reda Bonsoir, entre ce qu'on appelle l'auto-érotisme, donc c'est notre premier, l'auto-érotisme, ça va être notre premier érotisme, c'est-à-dire où il n'y a pas, personne n'est là, on est tout seul avec notre pouce, avec non, la satisfaction, l'auto-érotisme, c'est quand le bébé va s'autosatisfaire avec son propre corps. Non, ça s'appelle l'auto-érotisme. Sandrine, bonsoir. Et entre cet auto-érotisme et ce qu'on appelle l'amour à un objet, non, il y a bien évidemment quelque chose d'autre au milieu. C'est-à-dire qu'il y a différentes étapes, non, de constitution du sujet. Et entre l'auto-érotisme et l'amour à un objet, il y a ce qu'on appelle le narcissisme. Alors, toutes ces étapes, elles sont intéressantes, pas pour aller le vérifier chez les enfants, puisque c'est pas exclusivement les enfants qui nous intéressent, sinon ce qui va nous intéresser, c'est de voir comment l'adulte, face à une situation extérieure intolérable, va produire ce qu'on appelle une régression. Alors, la régression, de façon psychique, bien évidemment, peut se faire non, jusqu'à l'auto-érotisme, peut se faire jusqu'au niveau du narcissisme, ou peut se faire à différentes étapes. Non, on a l'étape orale, l'étape anale, l'étape phallique. Donc, à chaque fois, il peut y avoir régression. Et donc, et quand on parle de cette étape, cette relation d'objet qui va être le dernier stade, Myriam, bonsoir, le dernier stade, on va dire qui va nous intéresser, ce dernier stade, en fait, c'est la relation d'objet, c'est-à-dire la relation avec un objet extérieur. Donc, et un objet extérieur, c'est-à-dire que on va dire, c'est-à-dire que le choix d'objets érotiques est externe au sujet, non, parce qu'il y a des objets aussi qui vont faire partie de l'appareil psychique. Mais là, on va faire référence à cette possibilité du sujet d'être en relation avec un être extérieur à lui. Et que les premiers objets d'amour, donc bien évidemment, sont le père et la mère, ces premiers modèles qui vont former partie de notre vie érotique au départ de la constitution et qu'il va ensuite falloir abandonner pour pouvoir commencer une vie non ailleurs. Allez. Et donc, il va nous parler du narcissisme dans le sens où il va dire qu'en fait, dans ce développement de la libido, il y a des étapes où il va y avoir ce qu'on appelle, ce que Freud va appeler ces moments de fixation. C'est-à-dire des points dans le développement où il y a eu une satisfaction libidinale. Donc ce n'est pas, Stéphanie Bonsoir, ce n'est pas un traumatisme, sinon que ça va être une grande satisfaction. Et c'est pour ça que face à une difficulté de la réalité, ce que le sujet va faire, c'est qu'il va oublier la réalité qui ne lui convient pas et retourner à ses points de satisfaction, non, à ces points qu'il a connus où il y avait eu donc satisfaction. Donc c'est pour ça qu'ils ont une rivalité avec le même sexe. Non, c'est pas une rivalité. Non, c'est pas une rivalité. Il ne s'agit pas de rivalité dans la paranoïa. Et dans tout développement de la constitution du sujet, il va y avoir ce qu'on appelle la dernière étape, qui est l'étape de la puberté, où doit se constituer ce qu'on appelle la différence sexuelle. Alors vous allez dire, oui, nous savons que les deux sexes existent. Oui, d'accord. Nous le savons de façon théorique, encore une fois. Nous savons que notre cœur a besoin de battre. Mais une autre chose, c'est si justement nous avons dans notre appareil, en fait, cette différence est acceptée. Parce que la difficulté, c'est que dans notre appareil existe la possibilité de cette différence sexuelle. Dans la première étape de notre constitution, nous allons fabriquer ce qu'on appelle les positions père-mère.
Et ensuite, dans la dernière étape de la puberté, de la constitution du sujet, non, il va y avoir deux autres, ce qu'on appelle les signifiants, que nous allons devoir aussi constituer, créer, qui sont la constitution, les signifiants masculins, féminins, qui vont établir cette différence sexuelle. Et la différence sexuelle, en fait, c'est ce qui va permettre, bien évidemment, l'hétérosexualité. Alors, l'hétérosexualité, on va le souligner pour la psychanalyse, ce n'est pas en relation avec l'objet externe que nous allons choisir, de la même façon que quand on parle d'homosexualité, c'est pas exactement la personne du même sexe, ou pas obligatoirement, on va dire. Sinon que l'hétérosexualité, c'est un degré dans la civilisation, dans le sens où c'est la capacité de l'être humain à tolérer les différences. Parce que la différence sexuelle est à la base de toutes les autres différences qui vont peupler notre vie. Et que notre difficulté aujourd'hui dans notre vie quotidienne à tolérer les différences, puisque nous sommes bien évidemment chacun différents, mais nous avons beaucoup de difficultés à tolérer et à pouvoir penser que l'autre, il a une autre manière de penser que moi, que ce qui me plaît moi, lui, il ne le voit même pas, par exemple. Donc, et c'est ça, et non seulement c'est accepter ces différences, sinon, en plus, l'hétérosexualité, elle arrive à un degré de civilisation dans le sens où c'est quand je peux m'assumer comme mortel, quand je sais que il y a eu une vie avant moi, qu'il y a eu des générations avant moi qui m'ont permis de vivre dans le monde dans lequel je vis aujourd'hui, et qu'il y aura bien évidemment des générations qui vont arriver après moi, quand je ne serai plus là. Non? Et ça, ce qu'on va parler de cette hétérosexualité. D'ailleurs, on devrait faire un vidéo sur l'hétérosexualité, qu'il ne s'agit pas de ce qu'on appelle vulgairement une relation entre un homme et une femme, ou entre un pénis et un vagin. Donc, sinon que l'hétérosexualité, c'est bien plus complexe, on va dire, bien plus complexe que cette situation. Alors, parce que ce qu'il va nous dire, c'est que même une fois que nous avons atteint ce stade de civilisation de l'hétérosexualité, ou que le jeune garçon a pu trouver une femme et qu'il a pu établir une relation avec une femme, ça ne veut pas dire, bien évidemment, que ces tendances homosexuelles aient disparu. Hein, parce que ce que va nous montrer Freud, et Freud va nous le dire, il dit « nous sommes bisexuels tout comme nous avons deux yeux ». C'est-à-dire qu'il faut accepter, il nous dit dans un texte, cette bisexualité comme quelque chose qui fait partie de la même façon que nous avons, s'il vous plaît, pourquoi on dit relation d'objet? On parle objet pour faire la différence avec sujet. D'accord, Myriam? C'est-à-dire que le sujet, c'est celui qui parle, et l'objet, c'est en fait ce qui va, c'est ce qui va mettre en relation le sujet avec quelque chose d'extérieur. Avec quelque chose d'extérieur, qui va le mettre en relation grâce à son énergie psychique. Et son énergie psychique, en fait, elle va pouvoir circuler, disons, quand il va y avoir la possibilité d'une conversation. Donc la persécution chez le paranoïaque est intérieure, projetée sur un objet extérieur. En fait, non, puisqu'on va dire qu'il y a un phénomène de projection, donc c'est-à-dire c'est une tendance que le sujet va sentir en lui, qu'il ne va pas tolérer, et que donc au lieu de tolérer cette tendance ou ce désir érotique qui apparaît en lui, il va dire ce n'est pas moi, c'est lui. Et il va le projeter sur l'autre. Mais il peut, on va voir que, on va continuer un petit peu, on va voir qu'il peut le projeter sur l'autre de différentes manières. C'est-à-dire que c'est pas simplement en disant c'est celui qui le dit qu'il y est. Non, ce serait un petit peu trop simple. Non, que notre appareil est fort complexe et que ce n'est pas simplement ça. On est en train de l'expliquer, Sonia. On est en train de l'expliquer. Un peu de patience. Donc, il va donc nous dire dans un texte, où il fait référence donc à cette possibilité de ces régressions de notre énergie, de l'énergie, de ce mécanisme de régression qui nous appartient, qui fait partie de l'appareil, qui est un mécanisme d'ailleurs très intéressant, très utile, mais qui parfois peut produire des symptômes. Non seulement il peut produire des réflexions, il peut produire
non? Voilà, il va nous permettre de nous souvenir de certaines choses, non? Qui va enfin faire fonctionner la mémoire, mais qu'en plus, il peut produire des symptômes. C'est-à-dire qu'il va nous dire que quand euh, il y a quand il y a cette augmentation dont je parlais, cette augmentation de la libido qui peut se manifester dans certaines situations et que le sujet ne va pas savoir comment dériver, non? C'est comme si tout d'un coup il y avait un courant d'eau qui était plus grand, qui arrivait, qui était plus grand, et il ne sait pas, il n'y a pas de courant pour comment je vais faire pour dériver cette énergie. Donc, que fait le sujet? Ben, il la dérive là où il a l'habitude, là où il a l'habitude de dériver son énergie. Et que normalement, par exemple, l'énergie que nous allons utiliser dans la journée, ben, c'est dans le travail. Nous allons dériver notre énergie sexuelle en allant travailler. D'accord? Donc c'est la même énergie que nous pourrions avoir pour une relation amoureuse. Ben, pendant le travail, cette énergie ne va pas être utilisée pour la relation amoureuse, sinon qu'elle va être déviée pour pouvoir travailler. Mais ce qu'il dit, c'est que quand il y a une augmentation de la libido, en fait, bah, l'énergie, on ne peut plus l'utiliser par le travail parce que ça déborde. Et donc, il commence à y avoir, justement, il dit, c'est cette pulsion sociale, il commence à être sexualisée. C'est-à-dire que ça déborde et on ne peut plus l'utiliser comme on a l'habitude de l'utiliser dans la sublimation, non, pour le cours de l'évolution. Et donc, c'est pour ça qu'il y a régression. Parce que face à cette augmentation, non, de la libido que le sujet ne sait pas quoi faire, donc qu'est-ce qu'il fait? Il régresse. Cette énergie va être utilisée pour régresser. Et donc il va intensifier certaines situations, non, de position psychique, là, quand c'est fabriqué notre appareil, de position psychique, là, pour essayer d'aller trouver une satisfaction, puisqu'il n'arrive pas à la trouver dans la réalité. Et donc, Bleu Lumière, bonsoir. Mariam, bonsoir. Et donc, il va y avoir ce qu'on nous dit donc sur ces points. Et, et donc, il va nous expliquer, Sarah, bonsoir, il va nous expliquer quand il y a une augmentation pour une situation, non, ça peut être pour quelque chose qui vient de l'extérieur, comme ça peut être une tension qui vient de l'intérieur de l'appareil. Donc, on ne peut pas savoir dans quel cas la libido déborde, sinon qu'on peut voir, tiens, la libido déborde. Il y a régression. En fait, c'est pas qu'elle déborde, sinon qu'il y a régression. Quand il y a, non, plus de libido quelque part. Parce qu'en fait, c'est toujours la même pulsion que nous avons. Non, quand on l'a vu mardi dernier, quand on a vu la pulsion, en fait, nous avons tous la même, hein. Nous n'avons pas tous la même pulsion. Nous avons tous une pulsion différente. Mais cette énergie que nous avons tous, en fait, c'est la même tout le temps. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Donc si on ne travaille pas, qu'est-ce qu'on fait de cette pulsion? Et non, qu'à chaque fois, il faut, qu'est-ce que je fais de mon énergie psychique? Et donc quand tout d'un coup, il y a plus d'énergie qui vont, non, se manifester quelque part, on va dire, si le sujet ne le tolère pas, ben, il va falloir, le mécanisme qui va se mettre en marche, c'est le mécanisme de régression. Et ce qu'il va nous expliquer, Myriam, bonsoir, c'est comment, où est-ce qu'il va régresser? Nathalie, bonsoir. Comment peut se manifester cette régression? On y arrive, Nathalie. D'accord? Donc il va y avoir régression à une étape. Donc où il y a régression à l'auto-érotisme, et donc il peut y avoir des manifestations de schizophrénie, par exemple, où il va y avoir une régression au narcissisme, où il va y avoir l'auto-érotisme ou au narcissisme. Et ce qu'on va préciser, qui est très intéressant, que Silem, bonsoir, c'est ce que nous dit Miguel Oscar Menaza, qui est le directeur de l'école de poésie et psychanalyse Grupo Cero, qui nous dit « Ne deviens pas fou qui veut, mais qui peut ». C'est-à-dire que tout ne va pas, Corleone, hola, ça ne va pas dépendre de nous, sinon que ça va dépendre de notre position psychique. Ça va dépendre d'où nous allons régresser, puisque nous, en fait, nous sommes comme la scène où va avoir lieu, en fait, où vont avoir lieu tous ces mécanismes. Donc, dans ce phénomène de projection, qui va intervenir, bien sûr, dans cette étape de narcissisme, les retraités célibataires ou les chômeurs, du coup,
Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, Stéphanie? Non? Euh, vous êtes tous sur la vitrine. Regarde. Donc, nous, on est rentré dans le magasin là. Et Mounia, bonsoir. Donc, dans le phénomène de ce mécanisme de la projection, qui est un mécanisme très intéressant et que nous utilisons tous les jours, tout le monde, d'accord? Mais il y en a qui en arrivent à former des pathologies. Donc, c'est là où ça devient bien évidemment un inconvénient. La particularité de la pathologie, c'est que c'est quelque chose qui m'empêche de vivre. Parce que sinon, on ne va pas l'appeler pathologique. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une intensité d'un désir, non, d'un désir qui s'est formé dont la conscience n'a pas conscience, en fait, et une perception interne qui s'est manifestée. Et en fait, cette perception interne dans le sujet, dans l'appareil psychique qui s'est manifesté, non, son contenu va apparaître dans la conscience, mais de façon déformée. Et c'est ce qu'étudie Freud. Comment vont se déformer certaines choses qui ont lieu dans l'appareil et comment ils vont apparaître dans la conscience, quelles vont avoir les formes. Donc c'est ce qu'on va voir, non? Parce qu'il va dire, donc c'est-à-dire que ce qui avait été senti, non, intérieurement comme amour, par exemple comme un amour, comme un désir amoureux, non, est perçu à l'extérieur comme de la haine. D'accord? Par exemple. Donc, c'est-à-dire, au lieu de dire je l'aime, je dis je le déteste. Mais c'est un sentiment déformé. C'est-à-dire que réellement, ce qui m'arrive, c'est de l'amour. Mais ce que j'exprime dans la conscience, c'est de la haine. Je le déteste. C'est un exemple. D'accord? Donc, alors, ce qui va être intéressant, c'est que quand on parle de harcèlement, de poursuivi, comment il va dire, comment il a dit au départ, non, que ces mécanismes, ces mécanismes de la paranoïa, non, où il y a ce sentiment, en fait, où le sujet est poursuivi par quelqu'un, poursuivi par une idée, on a l'impression que le sujet croit qu'il y a quelque chose, non, qui est derrière lui, que lui il fait rien, qu'il est victime de quelque chose. D'accord? C'est ça qui est important, c'est que lui il se présente comme quoi il est victime de quelque chose. Et en fait, ce qu'on va voir, c'est que en fait, il est victime de ce qui lui arrive, pas tant de ce que fait quelqu'un d'autre. Il est victime de ce qui lui arrive. Hein. Et c'est-à-dire qu'il va, cette personne qui se sent donc poursuivie par quelqu'un, alors ce n'est pas le terme poursuivi, non, il doit y avoir un autre mot. Et, en fait, il va lui donner un énorme pouvoir. Et il va lui donner aussi une grande influence. C'est-à-dire que voilà, c'est l'autre qui me regarde, c'est l'autre qui pense des trucs sur moi, c'est l'autre qui ceci, c'est l'autre qui cela. Mais moi, rien du tout. Persécuté. Merci Marie-Thérèse. Je savais que vous étiez là pour m'aider. Exactement, c'était le mot que je cherchais, persécuté. D'accord, parce que la paranoïa, c'est ça, ils se sentent persécutés. Mais en fait, c'est pas quelqu'un de l'extérieur, c'est persécuté par ses propres idées, par ses propres désirs. Renzo, bonsoir. Non, c'est ça qui est difficile. Et donc, mais comme il ne tolère pas, hein, dans la conscience, il va apparaître autre chose. Et en fait, il dit que cette personne qui va se présenter, qui va se présenter comme persécuteur, c'est toujours une personne très importante pour le sujet. Donc il va, par exemple, Touria, salut, donc Virginie, persécuter, oui, persécuter. Donc, persécuté par cette personne, c'est-à-dire qu'il va sentir qu'il y a une persécution qui est tout le temps là. Donc, qui est tout le temps là. Et on va dire, par exemple, que c'est une personne qui, auparavant, le persécuteur, c'est une personne aimée. Était une personne aimée. Et que tout d'un coup, cette même personne aimée, en fait, elle va pouvoir être utilisée dans l'imagination du sujet, parce que l'autre, il est le même. Mais tout d'un coup, il va dire, non, non, il me persécute. Il me persécute. Et il va persécuter, par exemple, la paranoïa de Camille Claudel. Bon, non, mais là, elle fait revivre sa présence. Je ne sais pas. Le cas de Camille Claudel, je ne l'ai pas étudié. Donc, ce sont des cas qui sont difficiles,
non, d'étudier dans le sens où Camille, elle n'a jamais parlé, non, qu'il faudrait écouter le discours de la persécution. Non, c'est pas obligatoirement de la schizophrénie. Non, la schizophrénie, c'est autre chose. Donc, c'est-à-dire que le persécuteur a une importance dans la vie sentimentale du sujet. D'accord? Ça, c'est à chaque fois, on va dire. Et mais que cette importance sentimentale, en fait, elle est projetée, non, comme un pouvoir extérieur, hein, et que le sentiment, en fait, va apparaître en son contraire. Donc avant, moi, j'avais un sentiment pour cette personne, non, que j'aimais, etc., puis que tout d'un coup, je vais transformer et que je vais dire, alors il y a plusieurs cas, parce que je vais dire ou je le déteste tout d'un coup parce qu'il me persécute, ou je vais dire c'est lui qui me déteste. Non, on va voir qu'il y a différentes se sentir provoqué. Par exemple, Jasmine, ça fait partie aussi de système de projection, non? Et d'accord, c'est-à-dire que la personne qui est détestée ou la personne, on peut faire le lien avec le surmoi. Ben là, dans le système de projection, on ne fait pas référence. Alors bien évidemment que le surmoi va participer, Olivier, donc bien évidemment qu'il va être en jeu. Mais là, pour pouvoir étudier le mécanisme, on essaye de ne pas tout mélanger, parce que sinon ça devient trop compliqué. Donc on essaye de voir, non, le mécanisme de la projection, Lila bonsoir. C'est-à-dire que la personne qui est détestée, la personne qu'on craint parce que c'est notre persécuteur, en fait c'est toujours une personne aimé ou respecté par le sujet auparavant. Il y a aussi un sentiment de grandeur et de jalousie chez le paranoïaque. On y arrive, et puis on y arrive. Donc on va dire toutes les formes principales de la paranoïa, non, en fait, peuvent être considérées comme une sorte, sont comme des contradictions sur une affirmation. Moi, par exemple, la phrase de base, ce serait moi, je suis un homme, ou on va dire moi, je suis une femme, et je l'aime, cette autre femme. D'accord? Et en fait, comme cette phrase, elle est intolérable pour moi, la paranoïa est un dysfonctionnement de la capacité de raisonnement. Pas en psychanalyse. D'accord? Pas en psychanalyse. Et l'affirmation, en fait, elle va être contredite. C'est-à-dire que comme je ne vais pas tolérer d'avoir ce sentiment de moi, une femme, j'aime une autre femme, donc je vais le transformer par je ne l'aime pas, le premier mécanisme, je ne l'aime pas, je le déteste. Non, c'est la production de certains. Mais il y a toujours cette idée de la persécution, du délire de persécution. Non? Et ce délire de persécution, il proclame ça. Non, je ne l'aime pas, mais non, pas du tout. Et en plus, l'autre, que je veux dire que le sujet, vraiment, il pâtit cette situation dans le sens où ce qu'il nous dit, c'est la vérité de ce qui lui arrive. C'est-à-dire que la vérité, je veux dire qu'il ne nous ment pas, non? Il dit la vérité. C'est-à-dire que le mécanisme de la production de symptômes de la paranoïa exige que la perception intérieure, le sentiment intérieur, soit remplacé par une perception extérieure, non? Donc, par une perception extérieure. Alors, Stéphanie, on ne va pas, vous êtes toujours dans la vitrine, d'accord? Nous, on va parler, à chaque fois, on ne peut pas utiliser ce qu'on découvre ici pour dire d'aller analyser les autres, sinon que c'est quelque chose qu'on va, pour mettre une distance un petit peu, pour se rendre compte qu'il y a une vitrine, mais pas pour aller faire la lecture de ce qui arrive aux autres. Non, parce que ça, c'est quelque chose qui est possible, on va dire, quand on écoute le discours du patient, pas quand on écoute non, les manifestations des gens autour de nous. Ça, c'est quelque chose de complètement différent. Non? Donc, c'est-à-dire que la perception intérieure, non, est remplacée par une perception extérieure. Non? C'est ça ce qu'on va appeler le phénomène de projection. Non? Et en plus, avec l'autre. C'est-à-dire que la phrase, par l'intermédiaire d'un mécanisme de projection, la phrase qui dit « moi, je le déteste », non, peut être transformée par « il me déteste », « il me persécute »,« il me poursuit »,« il me persécute ». Non? C'est pour ça que je le déteste. C'est parce qu'en fait, c'est lui qui me déteste et c'est lui
qui me poursuit. C'est pour ça que moi je le déteste. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement je ne reconnais pas que je l'aime, donc je manifeste de la haine. Non, non, c'est plus compliqué. Non, il y a vraiment un phénomène de projection, c'est-à-dire que je ne dis pas que je le déteste comme ça clairement, sinon que je dis c'est lui qui me déteste. Et parce que c'est lui qui me déteste et qui me persécute, donc moi je le déteste. D'accord, vous voyez, donc c'est pour ça qu'il y a non, et un mécanisme, on va dire, de plus. Hein. Euh, donc je le déteste parce qu'il me persécute. Hein. Et donc toujours. Et celui qui me persécute, c'était toujours quelqu'un qui était déjà important dans ma vie. C'était pas n'importe qui. D'accord? C'était pas un inconnu. Non, ce n'est pas de l'identification, parce que l'autre, en fait, il a pas, c'est pas une identification, parce que peu importe les sentiments de l'autre. Vous voyez bien que l'autre, il n'intervient pas. Tout se fait en moi. D'accord? C'est-à-dire que c'est moi qui vais, non? Et l'identification, parce que l'identification, je vais prendre un trait de l'autre. Tandis que là, l'autre, il n'intervient pas. Non? Que l'autre, peu importe les sentiments de l'autre. Tout compte, tout ce qui est en jeu sont mes propres sentiments. C'est moi qui vais penser ce que lui, il ressent. Et que je suis persuadée que ce qui lui arrive, c'est ce que je sens, moi. D'accord? C'est-à-dire que ce sont des projections. Donc je mets dans l'autre quelque chose qui m'arrive, moi. Mais que je ne le mets pas directement, sinon que je le transforme. Et qu'il arrive sous une autre forme. Il est formulé sous une autre forme. Et ensuite, il y a un autre phénomène qui s'appelle le phénomène de l'érotomanie. Non, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un d'important qui s'intéresse à moi, on va dire, et ou aussi, mais comment vous savez si vraiment l'autre persécute ou ce n'est pas le client qui interprète comme ça? Non, parce qu'on doit écouter le patient. Non, on doit écouter le patient pour savoir un peu comme le fonctionnement de la jalousie. Dans le fonctionnement de la jalousie, bien évidemment qu'il y a ça aussi en jeu. On y arrive, Christine. Bon, alors, on se dépêche. Dans l'érotomanie, il dit la phrase de, on va dire, il choisit un point différent d'attaque. Il va dire pour la contradiction, non? Et il va dire, moi, je ne l'aime pas lui, je l'aime elle. Et ça, dans la transformation de la phrase, c'est-à-dire, je vais le transformer en disant, je me suis rendu compte qu'elle m'aime. Mais en fait, c'est moi. D'accord? Et il va dire, c'est-à-dire que je l'aime elle, mais parce que elle m'aime. C'est-à-dire que la projection transforme, non? Je vais mettre l'amour dans l'autre personne, non? Euh, et il dit que dans de nombreux cas d'érotomanie, pourriez-vous expliquer le lien entre paranoïa et régression, point de fixation narcissique? Ben, à chaque fois, c'est un point de fixation narcissique. Non, par exemple, dans l'érotomanie. Non? C'est un point de fixation narcissique dans le sens où l'autre, il est utilisé, tout se passe en moi. Non? Qu'il n'y a pas de libido qui sort à l'extérieur, on va dire. Non? Encore que, encore que. Bon, dans de nombreux cas d'érotomanie, il va dire que nous avons l'impression qu'en fait, il y a des fixations hétérosexuelles qui sont exagérées, qui sont déformées. Non? Et que tous ces sentiments, on va dire, ils commencent pas avec une perception interne d'aimer, mais sinon avec celle d'être aimé. Non? Avec celle d'être aimé qui provient de l'extérieur. Donc on voit qu'ici, ce qui est en jeu, c'est le verbe. Ce n'est plus c'est le verbe, c'est-à-dire que c'est l'autre qui m'aime. Et on va parler donc de ces désirs, de la jalousie. Alors on parle de la jalousie comme de la jalousie, dans ce cas-là, de ce qu'on appelle la jalousie délirante. C'est-à-dire qu'au lieu d'accepter un propre désir, Malika bonsoir, non? On va dire que ce sont des désirs, il y a différents types de désirs délirants. Alors, il va par exemple nous parler des désirs délirants, du délire de jalousie, on va dire, chez les alcooliques. Non, parce qu'il dit qu'en fait, bien évidemment, l'alcool a son rôle
non, pour supprimer les inhibitions et annule la sublimation. Donc obligatoirement, cette énergie, qu'est-ce que j'en fais? Je vais lui permettre de circuler là où normalement elle ne circule pas. Donc, et que il va nous dire que très souvent, les hommes vont boire, on va dire, ou qu'ils vont devenir alcooliques, ou ils vont utiliser l'alcool pour couvrir ces désillusions, leurs déceptions, en fait, qu'ils ont pu vivre avec les femmes. Alors, les déceptions avec les femmes, je précise, c'est pas parce que les femmes n'ont pas été à la hauteur, sinon parce qu'ils avaient des idées, ils avaient des illusions, hein, au départ, de ce que c'était qu'une femme, de ce que c'était l'amour, et qu'en fait, dans la réalité, ça ne correspondait pas. Donc, face à cette désillusion, ils n'ont pas su s'adapter à la nouvelle réalité, et donc, ils vont aller utiliser l'alcool. Et justement, l'autre peut faire du mal, et que c'est réel. Non, il n'y a pas. L'autre, il ne peut pas faire de mal. On se fait de mal soi-même. Hein, avec le mécanisme de projection, on se fait du mal soi-même. Après, on va voir que dans la jalousie, non, parce que dans la jalousie, non, on va, l'autre, en fait, on va le mettre dans notre délire. On va le faire rentrer dans les relations de couple. On va le faire rentrer dans notre délire, non? Et donc, il dit qu'en fait, ce qui se passe très souvent dans les alcooliques, dans ce cas-là d'alcoolique, en fait, qui va se retrouver à aller boire, non, pour oublier la déception, une déception amoureuse, parce qu'il se passe, c'est qu'ils s'en vont au bar avec d'autres hommes, non, et qu'en fait, cette satisfaction sentimentale, ben, il va la retrouver avec des hommes, non, que c'est... euh, et, et donc il dit qu'en fait ces relations, donc ils vont boire avec des hommes et ces relations sentimentales avec ces hommes, et en fait ils vont se charger intensément de libido dans l'inconscient. Et que le sujet, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se défendre contre ça, non? Avec une nouvelle contradiction. Ce n'est pas moi qui aime les hommes, c'est elle qui aime. Donc au lieu d'accepter, hein, au lieu d'accepter qu'il y a des tendances homosexuelles, qu'il a des désirs que sa morale ne lui permet pas, il va dire ce n'est pas moi, c'est elle. D'accord? Donc encore une fois, il y a un déplacement. Et là, l'autre, en fait, il va rentrer en jeu puisque c'est la relation de couple. Donc on va commencer à reprocher à l'autre. En plus, le paranoïaque, on va dire que il y croit vraiment à ce qui lui arrive. C'est-à-dire qu'il a des difficultés à mettre, certains arrivent à le faire, c'est-à-dire arrivent à mettre une distance en se rendant compte que la femme, elle ne fait rien, qu'elle n'est pas du tout intéressée par les hommes qui l'intéressent, lui, non, mais qui se rend bien compte que lui, il ne peut pas l'éviter, qu'il est jaloux. C'est-à-dire qu'il imagine qu'elle, c'est elle qui désire les hommes que lui, il désire. Vous voyez, il y a un jeu là qui est super complexe, qui est complexe à désarticuler, on va dire, complexe à désarticuler, parce que toute la faute, non, tout est de la faute de l'autre. Donc, et donc il va accuser, non, sa femme d'infidélité avec tous les hommes qui l'intéressent lui, pas avec n'importe qui, avec les hommes qui l'intéressent lui. Donc il va montrer en fait du doigt les hommes qui l'intéressent. Et ensuite, donc il arrive bien évidemment la même chose sur la jalousie délirante pour les femmes. C'est-à-dire que les femmes tombent aussi, non, peuvent tomber la complexité de la bisexualité. La complexité de la bisexualité et apparemment encore la difficulté d'accepter la bisexualité. C'est la difficulté pour les sujets encore aujourd'hui au XXIe siècle, c'est-à-dire qu'il y a 120 ans que Freud nous a dit clairement que nous étions bisexuels, mais pourtant nous n'acceptons toujours pas notre bisexualité, c'est-à-dire que nous avons des désirs sexuels, et parce que c'est pas simplement la bisexualité, ce qu'on va voir, c'est qu'en fait, c'est des désirs sexuels qui peuvent avoir lieu en moi envers n'importe qui, même des gens que ma morale dit ah celui-là il est dégueulasse. Et ben je peux, celui-là il est dégueulasse, je peux avoir des désirs sexuels pour lui. Donc c'est-à-dire que c'est pas simplement la bisexualité ou la différence sexuelle d'avoir, non, pour certains hommes la difficulté d'accepter qu'ils peuvent avoir des désirs pour un autre homme, c'est quelque chose d'intolérable pour eux. Donc on va voir, mais ça c'est pour une situation, on va dire, de la position de l'Oedipe, non?
Bon, et pour la femme, il arrive la même chose, c'est-à-dire que à cause de l'intensification justement de son narcissisme, non? En fait, c'est la femme, elle va accuser d'infidélité son mari, non? Avec toutes les femmes qui l'intéressent elle, pas avec n'importe qui, encore une fois, non? Et donc, et ensuite, on va voir, et il va nous dire, donc ça c'est les deux désirs, les deux désirs, les désirs délirants, et ensuite il va dire qu'il y a encore un point, alors attendez, j'ai l'impression que j'en ai oublié un, j'ai l'impression que j'en ai oublié un, non, c'est ça. Non, voilà, c'est ça, oui, non, on a tout vu. Et ensuite, on va parler d'un quatrième cas, d'une quatrième modalité, donc de la contradiction qui consiste à rejeter tout. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent je n'aime personne. Je n'aime personne. Et ça, et en fait, ce qui est en jeu là, c'est justement donc ce mécanisme de régression, c'est-à-dire que toute la libido est dans le moi, de telle manière que la phrase ce n'est pas que je n'aime personne, c'est que je n'aime que moi. D'accord? C'est-à-dire que la seule personne qui m'intéresse, c'est moi, et que je n'ai pas de relation d'objet, je n'ai pas de relation, tous les autres personnes ne m'intéressent pas. C'est-à-dire que la seule personne qui m'intéresse, c'est moi. Hein. Et donc, et il dit que cette modalité de je n'aime que moi, si je n'aime que moi, la seule personne qui m'intéresse, c'est moi, ben, peut bien évidemment provoquer des délires de grandeur. Des délires de grandeur dans le sens où toute la libido est dans le moi, et donc il peut y avoir non, ces manifestations avec une survalorisation, il va dire, avec une survalorisation sexuelle du moi. Donc, non. Et, et Linda, des hallucinations. Eh ben, le délire, c'est une hallucination, hein, non? Parce que qu'est-ce que vous appelez hallucination? Qu'est-ce que vous appelez hallucination? Parce qu'hallucination, c'est voir des choses alors, ou c'est des fantasmes, c'est-à-dire j'imagine que l'autre, est-ce qu'il peut y avoir des hallucinations? Oui, d'accord. Des choses qu'il peut fabriquer, oui, il peut y avoir des hallucinations. Mais en fait, des hallucinations, Linda, encore une chose, les hallucinations, nous en avons tous. D'accord? Ce n'est pas quelque chose qui... la paranoïa peut produire des hallucinations, mais les hallucinations, nous en avons tous. Ah, j'ai cru voir quelqu'un. Ah ben non, c'est pas lui. Hallucination. Vous voyez, nous en avons tous et tous les jours. Ah, j'ai entendu. Ah, j'ai cru que tu m'appelais. Hallucination. Non? Je donne des exemples simples pour vous montrer que c'est quelque chose de quotidien qui nous arrive à tous. Donc c'est quelque chose qui fait partie. Mais la personne qui vit dans la réalité, non, peut s'en rendre compte rapidement et ne pas aller voir réellement ou parler à l'autre comme le délire en croyant que c'est vraiment l'autre qui s'est présenté. Donc on disait que le délire de grandeur, donc, c'est quelque chose d'infantile. Hein, et que normalement, c'est quelque chose qui devait être sacrifié donc, dans le développement de l'adulte. Non, c'est-à-dire qu'il devait, que dans la société, on lui demande d'abandonner non, cette attitude et, bon, ben voilà, hallucination, c'est la perception d'un objet qui n'existe pas. Non. Donc, comme l'exemple que je viens de donner. Non, comme l'exemple que je viens de donner. Donc, la projection, c'est quelque chose qui est très intéressant et qu'en général, nous utilisons tous les jours. D'accord? C'est-à-dire que, au lieu de reconnaître quelque chose qui nous arrive à nous, je dis que ça arrive à l'autre, mais déformé. C'est-à-dire que ce n'est pas exactement ce qui m'arrive, ce que je vois. Sinon que c'est quelque chose qui est déformé. En général, donc il dit ou je peux déformer ou avec le sujet, ou avec le verbe, ou avec le complément. Donc, non, retourner la question.
en fait, et se retrouver avec la chose de perception. Alors tout ça, c'est quelque chose qui est très intéressant, mais dans une consultation, pas pour aller écouter les amis qui nous parlent et qui racontent leurs histoires, laissez-les parler tranquillement, sans vouloir intervenir ou essayer de déduire ce qui leur arrive, sinon d'écouter les patients, pour tous les professionnels de la santé mentale, de pouvoir écouter, se rendre compte qu'il y a des choses que le sujet raconte, mais que c'est déformé. Bonsoir chère Clémence, merci beaucoup. Alors, je ne sais pas ici, Sarah. Est un sentiment partagé entre les deux parties que chacun l'exprime à sa façon, parfois l'homme ou la femme, pour attirer l'attention de l'autre en cas d'une relation amoureuse, veut faire du mal sur le contraire. Ouh, c'est compliqué ça. Non. Et oui, que les sentiments amoureux, les relations de couple, c'est quelque chose de très compliqué. Parce que n'oublions pas, quand on croit qu'on n'est que deux, on n'est pas que deux. Sinon qu'il y a plusieurs personnages en fait qui participent dans la relation amoureuse. Vous voyez là, par exemple, dans la situation de la jalousie, parce que dans la situation de la jalousie, c'est ne pas tolérer la présence d'un tiers. C'est intolérable, la présence d'un tiers que je ne peux désirer, parce que deux fois, c'est parce que je désire quelqu'un d'autre que ma femme, ou que je désire quelqu'un d'autre que mon mari, que moi je veux être fidèle, et tout d'un coup je désire inconsciemment, parce que ma morale ne me permet pas de m'en rendre compte consciemment, mais que je vais désirer quelqu'un d'autre, et que je devais devenir jalouse, et je vais dire que c'est à cause de l'autre, non? Donc, ce sont des situations qui nous montrent un petit peu que une chose, c'est la vitrine, et l'autre chose, c'est s'installer sur un divan, parler pour voir réellement ce qui est en jeu, et ce qui est en jeu dans le sujet, qu'on ne peut pas croire ce qu'il nous raconte directement, sinon qu'il va falloir, non, écoutez, les femmes buveuses pour attirer les hommes. Donc, ok. Donc, merci à tous. On continue, pardon, peut-être hors sujet, si on parle d'un trouble psychotique chez un adolescent. Ça existe. Ah oui, Linda, le trouble psychotique chez les adolescents, ça existe aussi, bien évidemment. Non? Alors, c'est très intéressant, belle image aussi, celle de la vitrine. Ok, merci Marie-Thérèse. Alors, nous continuons mardi prochain. Vous le savez, vous pouvez partager cette vidéo sur vos réseaux pour que nous soyons plus nombreux à ces rendez-vous. D'accord? Ça enrichit. Au revoir, car bien dense, merci beaucoup. Bonsoir Fabienne, Martine, Jean-Loup, merci à vous. Sonia, au revoir. Sabrina, merci. Donc, bonne continuation à vous. Isabelle, à très vite. Linda, merci. Néléa, peut-être un cours sur l'orpanagne. Ben voilà, c'est ça. Shrazad, au revoir, merci à vous. Anne, bonsoir. Guy, bonne soirée. Loris, oui, effectivement, sujet vaste. Vadois, bonsoir. Catherine, merci à vous. Touria, merci. Nathalie, un grand merci à vous. Virginie, Stéphanie, donc merci d'être nombreux. Encore un mardi de plus. Michel, Barbara, Hachimi et tous ceux qui ne se présentent pas, bien évidemment. Myriam, merci à vous. Sarah, merci. Donc, Stéphanie, bonne soirée. Nabila, bonne continuation. Delphine, Monique, donc merci pour votre participation, votre enthousiasme. Véro, Claudette, Hakim, et on continue mardi prochain. Ok, avec un nouveau sujet, on verra, Salia, ce que ça donnera. D'accord, allez, bonne semaine à tous et à mardi. Au revoir.